Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui chaque lundi à 8h jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité brûlante de la comédie française. Dans un studio au sous-sol du Français Place Colette, nous avons le plaisir de recevoir en alternance avec Bélindola, metteurs en scène, scénographes, dramaturges, costumiers, sociétaires pensionnaires, académiciens, comédiens et musiciens. Cette semaine, plein feu sur L'homme à la tête de chou, réinventé par Stéphane Varupen et Sébastien Poudroux. Je veux parler de Serge Gainsbourg. Le spectacle, créé en 2019, est intitulé Les Serges, entre parenthèses, Gainsbourg, point barre. Il est repris au studio à partir du 18 janvier jusqu'au 9 mars et puis sur les routes de France en tournée de début mars à fin juillet. Sur le plateau, un sextuor hors pair, Stéphane Varupen et Sébastien Poudroux à l'initiative du spectacle, j'en ai parlé à l'instant, Benjamin Laverne et Johan Gazirowski et je les ai gardés pour la fin car ils sont à mes côtés, Marie Aupert et Noam Morgenstern. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être là pour partager avec nous cette folle aventure des Serges, votre sextuor. Ça a l'air d'être depuis quelques années, même s'il y a eu des mini-changements, une sorte de troupe dans la troupe. Il y a un gang, il y a un clan Serge. Vous faites des signes tous les non, deux. mais parce qu'on est ça a sans doute lancé. Il y avait une mode déjà du cabaret. C'était pas le premier cabaret à faire à la Comédie Française. Mais on a, petit à petit, on s'est un peu enorgueilli d'avoir la chance de mettre des répétos et de se croire un peu dans la vie de Gainsbourg. Et donc, comme il est mythique, on s'en parfume un peu aussi, évidemment, en jouant ses musiques. D'ailleurs, vous disiez, là où on enregistre cette émission, c'est le studio où on a commencé nos premières répétitions pour ce spectacle. Et donc, quand je regarde autour de nous, je vois ce piano Yamaha queue noire, je vois ce studio insonorisé. Je me dis, c'est là où non seulement on s'est marré, et on a essayé tellement de versions, pas seulement le texte, mais aussi comment ça allait sonner. Et ça, c'est devenu aussi pour nous maintenant un peu mythique cet endroit. C'est nos prémices on a revu des vidéos et c'est fou ce qu'on était jeunes quand on a commencé. C'est un laboratoire, quoi. Ouais, et puis oui, et puis c'est un laboratoire et ouais, c'était assez. Ça nous a demandé beaucoup de travail, d'humilité, mais encore une fois beaucoup de travail de rentrer dans la musique de Gainsbourg. C'est-à-dire non pas en faire une imitation, mais comment on le ramène à soi, sachant qu'il y a eu tellement de versions de ces chansons par des chanteuses illustres et chanteurs illustres, et tellement que qu'est-ce que nous, on va en faire. Et en fait, je pense qu'on a le grand brio de Stéphane et Seb, c'est d'avoir créé un groupe de copains. Et ça, je pense que c'est ça, je crois, la chose qu'on sentirait le plus dans ce que vous parliez. Oui, la troupe dans la troupe, c'est ça, ouais, parce voilà. qu'on sent quoi, à ce sextuor quand même, que c'est un truc particulier. Je me demandais aussi si le fait de faire de la musique ensemble, ça induisait un autre rapport aussi entre vous. Est-ce que c'est une intimité différente de jouer une pièce ou de jouer de la musique ? J'imagine que les ressorts ne sont pas complètement les mêmes, ce qu'on dit, la manière dont on le dit, les corps. Bah forcément, c'est un autre langage, la musique, donc c'est toujours jouer ensemble, mais ça rapproche autrement parce qu'on communique différemment, on joue au même tempo presque. Donc, et par la musique, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qui passent. Donc c'est vrai que tout le temps, moi j'étais pas là à la création, mais tout le temps qu'il y a eu de répétition, c'était pas du tout le même que pour un spectacle sans musique où la création aurait lieu pendant 2 mois de répétition. Là, ils ont vraiment eu un temps sur une année entière, chaque semaine où ils se retrouvaient. Bon, moi, je parle de ça, mais j'étais pas là. Mais j'imagine que du coup, forcément, ça a créé d'autres liens, en fait, sur un autre temps. Et c'est peut-être ça qui est aussi un peu différent dans ce rapport de groupe de musiciens. C'était peut-être la première fois aussi qu'il y avait un groupe de musiciens dans la troupe, ce qui crée un peu une mini-troupe au sein de la troupe. Il y a quelque chose de vachement adolescent, tu sais, d'un groupe qui répète dans un garage et qui un jour va montrer ses créations. Enfin, on a senti un peu une chose comme ça. Après, Marie,
comme tu es une musicienne professionnelle et que tu es une chanteuse aussi, moi je trouve que nous, on a appris à devenir des musiciens, et quand toi t'es arrivé, on s'est dit ah oui, non, il y a une grande différence, elle c'est une vraie musicienne. Ah non, mais la différence c'est vraie... surtout que tout était déjà créé, donc ouais, moi je suis arrivée, ils avaient déjà fait tout le travail, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'arriver, tout est déjà construit, et j'avais à apprendre bien sûr ma partie, et puis surtout à m'insérer dans ce groupe là en assez peu de temps finalement, du coup à l'inverse. Mais c'était vraiment à votre arrivée en fait. Oui, c'était la Très saison vite. où je suis arrivée. Oui, c'est ouais, ça. ouais. C'est le premier spectacle que tu as fait? Non, j'avais joué dans Le Bourgeois, Gentilhomme dans Galilée, Ouais. Et dans mais Galilée, c'était ouais, vraiment ça. ma première année, oui, Ouais. et puis ma première rencontre avec eux, donc ouais, c'était une manière incroyable de se rencontrer. Vous disiez, Noam, que voilà, Marie, c'est vrai, est musicienne, chanteuse professionnelle. On la voyait déjà au Théâtre du Châtelet sur les planches, très très jeune, voilà, merveilleuse. Mais enfin, vous êtes tous à votre endroit musiciens dans ce fameux Sextuor. Stéphane Marupen, bien sûr, qui en effet a poussé ses études musicales quasiment aussi loin que ses études théâtrales. Vous, Noam, vous avez fait du piano, de la musique, et vous parliez de comment va sonner ce spectacle, que c'était une question que vous vous posiez, et je me disais que ça répondait aussi peut-être à un certain moment de votre vie, quand vous êtes à l'INA aussi, pour étudier le son. L'INA, c'est venu après 3 ans de conservatoire national où j'apprenais j'allais à la découverte de l'acteur que j'aimerais devenir, et donc en imitant tous les autres acteurs et actrices que j'admirais, parce que c'était ça, être dans une école nationale, c'est j'imitais tout le monde, enfin comme plein d'élèves. Et en même temps, je me suis dit, il faut que j'apprenne autre chose que juste moi-même. Et donc, à l'INA, j'ai pu, pendant 1 an, vraiment, grâce à ces formations, sans doute que ça existe encore, mais c'était, j'ai envie de dire, le CIFAP ou un truc comme ça, enfin. Et pendant 1 an, d'apprendre à faire du son, donc du live, sur scène, en backstage, à la prise de son radio, sur les films, au mixage, en cinéma, en studio. Et donc, j'ai essayé plein de métiers. Et puis après, d'ailleurs, pendant 2 ans, j'ai travaillé à faire du mixage de documentaires, et de documentaires même pour musicaux, que j'ai savamment foiré. C'est-à-dire, j'ai mélangé la stéréo avec du mono, c'était une catastrophe. C'était un laboratoire encore. Oui, c'était fou, et en même temps, le son est pour moi une chose, je continue d'en faire, et quand j'ai la possibilité, par exemple, de faire le mixage moi-même de livres audio que j'enregistre, ça me plaît énormément, parce que je peux... parce que on raconte une histoire. Oui, puis il y a une profondeur, de toute façon, le fait que ce soit invisible, éphémère, la chose en moins, c'est-à-dire l'image en moins, moi ça me c'est d'autant plus immense. Ça me plaît depuis si longtemps. Je passe mon temps. Un jour, je le ferai entendre, mais j'enregistre quelques représentations ici, en stéréo ou en binaural. Je planque des micros. Un jour, je le ferai écouter, mais aussi pour avoir, moi, une trace des spectacles que je fais, et pour les avoir sur le plateau. Je pense que j'ai une chance de le faire. Donc, parfois, je me dis, allez, donc on est très proches, et je réécoute ça. Je me dis, tiens, ça, il y a une vie du plateau. Et j'ai beaucoup appris mon métier en écoutant des captations, plus que des vidéos, mais des captations CD comme... évidemment Gérard Philippe, mais Pierre Dux, notamment ici, où on entend les talons qui claquent le bois. Pour moi, ça, c'est génial. J'entends les cintres, j'entends le brouhaha, j'entends autre chose que... Ouais, ça me plaît beaucoup. Et donc, ce son qui, plus tard, pas seulement moi, mais j'ai été très attentif à ça, au son qu'on a trouvé pour notre groupe. Et c'est pour ça que je disais que Marie, comme c'est une musicienne professionnelle, elle a fité immédiatement dans ce que nous, on avait mis dans la du couleur temps déjà. Ouais, dans la couleur, ouais. parce que ça, c'est l'oreille professionnelle qu'elle a. Et moi, j'avoue que j'ai été, je peux le dire maintenant, mais assez intimidé quand on m'a dit que c'était une professionnelle. Je me suis dit, ah là là, qu'est-ce que ça va être vu que nous, on a fait ça comme des copains, alors que Marie, c'était d'abord son métier. Et enfin, je te laisserai en parler, mais oui. Non, mais en même temps, c'est bien. Nous aussi, ça nous mettait la pression. Et donc, le son du groupe, c'est aussi
c'est vrai que quand on joue avec nos corps et nos voix, on s'adapte à l'acoustique de la salle. Les instruments, il y a quelque chose devant nous à faire sonner, et c'est faire sonner des amplis avec des micros, et quelle couleur de micro. Oui, il y a un étalonnage à trouver. Ah ouais, voilà, et ça a été assez... Ça, je dois dire que ça a été ça a été et ce sera d'ailleurs le grand rendez-vous d'étalonnage, comme vous dites, pour chaque salle dans lesquelles on va être, parce qu'à chaque fois on se dit alors qu'est-ce qu'on cherche comme son, mais être ensemble on y arrive maintenant, mais ça nous aura pris beaucoup de temps ça, à insérer nos répliques musicales, et c'est un stress ahurissant. Ça n'est pas du différent, tout... Oui, moi je suis pas du tout tracker, mais par contre, mettre ma concentration dans mes 10 doigts, alors ça c'est d'être au piano. Ah ouais, ça c'est fou. Et évidemment pas avoir la voix qui vrille quand on chante, mais comme ça se rapproche plus de dire des répliques, ça va. Mais par contre, la fausse note en musique, pour moi c'est quelque chose de... J'ai l'impression que sur scène je peux toujours m'en sortir, un mot contre un autre, vu que personne connaît les textes par cœur, à peu près. Et par contre, la musique, note, c'est rédhibitoire. J'ai l'impression que la note, on se dit, évidemment que c'est pas celle-là. Et ça, pour moi, c'est... Et en même temps, il y a ce charme aussi de la non-perfection qui marie, j'imagine que vous ne direz pas le contraire, les petits accidents aussi en musique, dans les concerts, même les plus grands, de temps en temps, font des pains, comme on dit, et finalement, il y a aussi cette beauté du live, c'est comme un acteur qui tombe, quoi. Surtout, je pense, en plus, pour la chanson, il y a un côté vraiment... avec le présent, avec les gens aussi qui sont là, c'est vraiment vivant toujours, et puis aussi je pense que c'est le texte qui passe peut-être en premier, enfin je sais pas comment Gainsbourg percevait ça, mais j'ai l'impression quand même que c'est ça. Les mots étaient importants, ça c'est clair. Bien sûr, qui étaient au centre quand même de ce qui nous touche. Et oui, comme vous dites, le charme aussi du moment où on se trompe, c'est peut-être aussi encore plus beau, quoi, dans cette imperfection, ce qui fait qu'on joue en live, quoi. Pour quand même donner quelques clés à ceux qui nous écoutent, c'est donc un spectacle musical qui oscille entre le concert stand-up, le cabaret, l'ultime répétition d'avant-concert. Il y a un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire des moments musicaux et puis insérés, des moments d'interview. Et c'est drôle parce que je me disais que Gainsbourg, qui aimait le théâtre, qui aimait plus les actrices que les chanteuses, on pense à Gianni qui a été pensionnaire ici par exemple, il se servait finalement du théâtre pour faire ses chansons, dans une certaine mesure, en tout cas le monde l'inspirait comme ça, et le travail chez vous a été inverse, c'est-à-dire de se servir de la musique de Gainsbourg et de son personnage pour faire théâtre. Ouais, en tout cas, ça c'eût été trop facile de vouloir ressembler à des figures de Gainsbourg. Comme vous le dites si bien, il a fallu faire le travail inverse, aller vers les images et les clichés qu'on connaît de lui. Ça aurait été, d'ailleurs, je pense, l'écueil de ce spectacle, si on s'était jeté dedans. Alors que là, justement, on a cherché à trouver... nos propres interprétations, et j'allais dire même d'abord le type d'humour et de grâce. Alors merci pour ça et pour ce spectacle, mais oui, sans doute, si ça nous arrive, et aussi de comment entrer et sortir à l'intérieur des morceaux, comment être dedans immédiatement sur une réplique et l'incarner pleinement, et puis tout d'un coup avoir cette humilité, cette pudeur, cette distance, et puis tout d'un coup jouer avec le fait que le public sait qu'on va se, comme je le disais un peu, se parfumer à Gainsbourg soudain avec une réplique qui ressemblerait un peu comme des punchlines, comme si on... Comme à la fin de Cyrano de Bergerac où on dit mon panache, quoi. C'est-à-dire tout d'un coup il y a vraiment un mot qui nous... ou une réplique, on se dit ça, tout le monde va tilter, tout le monde la connaît, tout le monde l'attend. Et donc on joue avec on joue avec cette petite frontière de j'y suis pas, vous y êtes avec nous.
Ouais, t'es d'accord, Marie? Ouais, c'est très intime en fait. On profite aussi de la salle du studio qui est quand même assez en proximité avec les gens. On se retrouve presque un peu comme dans un studio de musique où il y a vraiment une interaction. Surtout Noam qui communique directement, par exemple au début du spectacle ou même à d'autres moments avec les gens. Et on sent, oui, la complicité des moments qui résonnent pour certains, qui ont peut-être vu ces images à l'époque ou d'autres qui les ont vues plus tard. Enfin, ça traverse aussi assez les générations, je trouve. Ça, c'est drôle quoi, de voir comment ça résonne différemment. Et puis, il y en a certains qui se rendent compte qu'ils ne connaissaient pas du tout la moitié des chansons, qui découvrent aussi. Donc ça permet un peu de partager comme ça. Vous qui êtes tellement jeune, vous êtes né après la mort de Gainsbourg, plusieurs années après la mort de Gainsbourg. C'était qui Gainsbourg pour vous? Alors vous êtes né quelques années avant, c'était juste avant votre adolescence. Gainsbourg meurt en 91. Mais justement pour l'un et pour l'autre, c'était qui Gainsbourg? Est-ce que vous avez souvenir de la mort de Gainsbourg? Est-ce que dans la famille on écoutait Gainsbourg? Et vous, est-ce que quand vous avez vos premiers souvenirs, alors qu'il est mort depuis déjà plusieurs années, lors de votre adolescence quand même, ça doit faire à peu près 15 ans qu'il est plus là. Est-ce que vous avez souvenir d'une figure bien particulière? Est-ce que vous l'avez écouté? Votre rapport à chacun selon les générations? Oui, moi j'ai le plus le souvenir d'une figure, justement, d'une sorte d'image un peu mythique, avec des chansons qu'on écoutait en famille. On écoutait beaucoup de chansons françaises de cette époque, mais je connaissais pas vraiment bien en fait le personnage. En plongeant là vraiment dedans pour le spectacle, j'ai complètement découvert l'artiste et l'homme aussi un peu à travers sa biographie et tout ça. Mais en fait, je connaissais très mal, en fait. Et puis aussi la profondeur, je pense, parce qu'on a cette image aussi un peu provocatrice qui vient tout de suite. Mais vraiment... La provocation faisait partie de la création aussi pour lui. Il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai, la provocation, en tout cas, ça nous permet... mais je crois que le public vient aussi voir comment on va s'en sortir avec cette espèce de jeu de provocation. Je pense on s'en amuse un peu. Ouais, c'est vrai, on joue. Et puis moi, je m'en donne un peu à cœur joie. J'ai l'autorisation des deux metteurs en scène pour aller un peu chercher le public là-dessus. Sur Gainsbourg, alors, moi, ce dont je me souviens, c'est que je vois, je crois, dans une maison de campagne dans laquelle j'ai grandi, ma mère pleurait devant la télévision, donc à tube cathodique, avec ce verre arrondi, cette image un peu floue. Quand on annonce à la télé qu'il est mort, et je me souviens de ce que ma mère, j'étais derrière elle, donc elle était dos à moi et elle face à la télé. Et de faire oh non, et il y a vraiment quelque chose, et je le fais mal, mais sauf que quand je le fais, je réentends comment ça descend en elle et comment elle a été triste. Et alors voir ses parents tristes, c'est pas souvent, et je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe dans la maison, et je me suis dit j'espère qu'il y a personne de la famille. Gainsbourg n'est pas de ma famille, mais sauf que c'était une figure très importante, et j'apprenais que mes parents, après j'ai vu, ils avaient beaucoup de vinyles de lui, évidemment. À la télévision il passait en boucle déjà l'image de lui brûlant un Pascal. Mais donc je voyais en tout cas que c'était quelque chose, que ça a créé un vide, un manque, un trou chez mes parents. Et donc, moi, par empathie, et puis parce que j'étais là, j'en ai été marqué de cette chose-là. Et c'est vrai que c'est le premier souvenir que j'ai du nom Gainsbourg, ce à quoi ça a été associé. Et maintenant, j'avoue que depuis qu'on joue Gainsbourg, on s'offre... à chaque fois qu'on peut, ou en tout cas à la première de chaque reprise, et là ça va être la 3e je crois, on s'offre des goodies chinés de ci, de là sur la vie de Gainsbourg, donc qui des magazines, qui des journaux, qui des sur Jane Birkin, sur des textes pas inédits, mais enfin bref, imprimés un peu méconnus, et on a, est-ce qu'on le refera, mais on avait un petit rendez-vous qui est, avant de monter sur scène, de se lire un petit bout de ce qu'on s'est offert.
Et donc, tu te souviens de ça un peu, de se remplir de nouvelles anecdotes de la vie de Gainsbourg. Et donc, on est toujours en travail et c'est toujours excitant. Et quand même, on se marre de ce qu'on apprend, des sorties de route géniales, travaillées, finement ciselées. Du grand art. Ouais, du grand art. Donc, parce que c'est sa nature et en même temps, on voit aussi comment c'est aussi travailler avec son style vestimentaire, même si on sait aujourd'hui que c'est Jane Birkin qui l'a vachement habillé, qui lui a trouvé la silhouette qu'on lui connaît. Il a trouvé son identité. Ouais. Mais donc, donc j'espère qu'on refera ça, mais donc évidemment, on n'en finit pas une vie comme ce genre de... Quand les gens sont des génies, c'est tellement dense que... C'est sans fin de s'intéresser à... j'ai envie de dire... C'est comme s'intéresser à Dostoïevski, mais j'y pense parce que c'est tellement dingue. Ce qu'il respirait et ce qu'il était. La poésie, la fragilité, la profondeur, la provocation. C'est vrai qu'il y a un côté très paradoxal du personnage aussi. Puis vous avez évoqué la figure de Jane Birkin. Je me disais que c'était la reprise où il n'y avait plus Jane aussi. La rue de Verneuil est ouverte, mais il n'y a plus Jane. Je sais pas, t'as été, Marie, toi, dans la maison? Non. Pas encore, il faudrait qu'on y aille tous. Bah ouais, moi je... Tu y as été? Non, mais j'ai les clés. Non, moi j'adorais, je pense que... Il me semble que Stéphane et Johan, peut-être ils sont allés. Oui, Johan, ça m'étonne pas. Johan, il est dans les super coups et puis souvent au premier rang. Il est très fort, il est très organisé, Johan. Et... Non, mais Jane, elle a aimé ce spectacle. Elle a reconnu... ça a été quelque chose. Mais c'était quand? C'était l'année dernière? Non, c'était il y a 2 ans. Attends, mais toi, tu l'as rencontré? Non, moi, je l'ai pas rencontré. C'était à la création, je pense. Ah non, alors c'était à la première reprise, je pense. Ah oui, la première reprise. Ça, par exemple, ça a été ça a été assez fort, non seulement parce qu'elle est venue, parce qu'elle nous a fait des retours très généreux et qu'après, on a pu faire, je crois, une table ronde avec elle. C'est en plein Covid qu'on a fait une table ronde avec elle. Donc, quelle générosité, quelle chance. Et d'ailleurs, ce qui était assez beau, c'est qu'on ne cherchait pas à approcher Gainsbourg de par sa présence. On cherchait on voulait la rencontrer, elle, pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle... l'artiste qu'elle est d'abord. Oui, pas comme une passeuse. Oui, non, pas du tout. Enfin, de toute façon, je dis une chose, sans doute personne pensait à ça, mais en tout cas, moi, je sais la chance qu'on avait, c'était que c'était Jane Birkin elle-même et l'artiste qu'elle était, ça. Et on était allé la voir en concert, je crois, l'année avant. Et puis on lui rendait déjà hommage. Sébastien Poudroux fait un numéro juste magique, j'en dirai pas plus, mais autour de Jane Birkin, et il est super fort, Sébastien, et donc et ça l'a fait marrer, ça aussi, c'est fou de jouer Jane Birkin devant Jane Birkin. Ah ouais, mais oui. Halluciné. Ouais. Après, elle doit être tellement habituée, tu sais. Non, mais pour Seb, quoi, de jouer. Ah oui, moi je pense qu'il a... Ouais, il nous a dit, je pense qu'il était intimidé, mais c'est normal. Ouais, t'as raison, c'est dingue. Et elle est venue... et même nous, on s'est dit, quel genre de questions on peut poser pour que ça n'ait pas l'air non plus trop intrusif sur sa vie privée. Et Charlotte est venue, ça a été ça a fait partie parmi les moments les plus émouvants. Le fait qu'elle soit dans la salle, je peux dire que ça a ajouté du voltage dans le public. Et puis nous aussi, tout d'un coup, quand on a quelqu'un qui nous tient à cœur dans la salle, on voudrait mieux faire, et c'est évidemment là où on se plante. Ou les 10 doigts, les fameux 10 doigts. Bon, il devait m'en rester 3, alors ça c'est vérifié. Mais oui, c'est fou, on a de la chance, et je crois qu'il y a la reprise là pour la 3e fois, je crois, et la tournée, vous en parlerez sans doute après, mais ça dit aussi la chaleur, l'amitié, le lien hyper affectueux que dégage ce spectacle. Il y a la rencontre qui se fait avec le public, ça se fait, mais d'une façon si fluide, si maligne, il y a vraiment
il y a vraiment un sourire qui se construit pendant le spectacle. Et moi, je trouve ils ont bien fait leur... Ils ont bien bossé, Stéphane et Sébastien. Ah, ouais, Ouais. franchement. Et puis on n'a pas quand même cité aussi Martin et Vincent Leterme, ainsi que Bien Guillaume sûr. Bachelet pour les arrangements. Et puis vous, les Serge aussi, parce qu'il y a votre patte, une année ici dans ce studio, à essayer plein La de choses. première, ouais. Et plein de couleurs, vous le disiez. En effet, c'est vrai, le spectacle va partir en tournée à partir de mars et jusqu'à fin juillet. Donc ça, c'est une grande aventure. Et Marie, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous qui rentrez quand même d'une tournée en Chine. C'était quand même, avec Scapin, j'imagine, une expérience tout à fait particulière. Là, c'était jouer devant un nouveau public et le spectacle prend des couleurs différentes. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment un voyage extraordinaire et unique en fait. On en parlait avec les autres membres de la troupe qui étaient là depuis bien plus longtemps que moi. Ils n'avaient jamais vécu un tel voyage. Donc je me suis dit que j'ai eu tellement de chance de participer à ça assez vite après être rentrée dans la troupe, parce que de pouvoir jouer du Molière sous-titré en chinois à Pékin, à Shanghai, à Suzhou, ouais, je pense que c'est quand même qu'une fois dans la vie, et surtout de se rendre compte à quel point en fait ça pouvait être universel, ces textes-là. Le rire arrive au même moment ? Pas toujours. Ça, c'est drôle parce que pas toujours, suivant comment c'est traduit. Il y a certains signes, je pense, caractères kanji qui ne veulent pas forcément dire la même chose dans la culture. Donc, il y a des choses qui font vraiment beaucoup plus rire à d'autres moments. Puis, par contre, le comique de situation, il est vraiment universel. Je pense qu'on peut tous s'identifier quoi, à ces rapports de père, d'argent, qui sont écrits depuis 400 ans et en fait qui sont toujours les mêmes problèmes partout dans le monde, même si voilà, c'est des contextes quand même très très différents. Donc c'était vraiment une expérience vraiment unique. Et c'est la chance donc pour plein de gens qui nous écoutent et qui ne sont pas parisiens d'aller voir ces Serges. J'imagine que tous les détails seront sur le site pour voir où ça passe, On quand reste ça en passe. France. Vous restez en France, exactement. Et puis ceux qui pourront pas voir le spectacle, mais ils peuvent aussi acheter un album. Non mais c'est incroyable quand même. Ouais, c'est vrai, il y a un album. La comédie française chante Gainsbourg. Non, Il y a mais, un DVD aussi. qu'est-ce qui reste ? Il y a un DVD, là, il y a l'impresario tout. qui est à côté. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Bah, c'est vrai, c'est pour ça que là, on a exploité quand même pas mal de supports. reste quoi, ouais, il maintenant reste quoi. Bah, la tournée, c'était quand même la chose qu'on qui espérait. manquait, C'était se déplacer. J'en Apporter profite, je ce peux le dire, et spectacle. moi, je sais pas si on va l'avoir, mais je rêve d'un van avec une porte coulissante Ah oui, où il y a marqué les Serges. Ah ouais, je C'est assez comprends. ringard comme rêve, mais comme on en a souvent parlé et qu'on s'est dit, ouais, que moi j'ai souvent proposé de faire des autocollants et que tout le monde me demande de m'occuper de mes affaires. Donc je vais les faire de mon côté, mais donc je vais imprimer des trucs. Bah oui, Mais je trouve ça, c'est vrai, il y a une grande chance quand même. La Comédie Française, Marie le disait, je vais repartir en Chine. C'est fou, ces tournées-là, franchement, bravo à la prod ici, parce qu'ils se dévouent tellement pour que les spectacles soient montrés à l'extérieur de nos 3 salles. Et ça, c'est vraiment... ça, c'est fou, la préparation de cette tournée. Je veux dire, on l'a tellement demandé, on les a souvent poussés à bout, en même temps, l'accueil est tellement chouette sur le spectacle, on s'est dit, allez, allons à... J'ai le droit de parler des villes où on va ou pas ? Ah bah c'est vous qui savez, mais oui, je pense. On va à Lyon, à Belfort, à Saint-Tropez. Ça à m'échappe. Poitiers, Mais- parce qu'on a 2 Poitvin Ah oui, t'as raison, bien sûr, de Poitvin, Johan et Benjamin. qui sont trop contents d'aller. Ça, c'est vraiment, je leur pense qu'on va, on va Ça va être sans fête. doute manger chez l'un chez l'autre et rencontrer les familles. Ça va être. C'est vrai, et même des amphithéâtres à l'extérieur. Il me semble qu'on a 2 dates, et ça, c'est. Oui, même dans Belfort, des je crois. festivals de musique. Voilà, ça donne aussi accès à un autre Ouais. public. En fait, Bah ça ouais. fait vivre le spectacle autrement pour nous et pour le public, quoi. C'est le bonheur. On va pouvoir partager ça, le plus grand nombre va pouvoir partager cette aventure de ce Serge qui passe de voix en voix, de corps en corps, sans imiter, mais en réinventant. C'est un très très beau spectacle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci. beaucoup pour cette rencontre. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h,
avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.